Bonjour à tous, bonjour Baja, ça va les gars, la Salut. forme, vous allez bien, ça va? Ben voilà, Oui, ici on est à notre septième rendez-vous avec la deuxième femme. On a eu Aziza et maintenant la personne qui est juste en dessous de nous. Je t'en prie, présente-toi. donc moi je suis Emma Gomez, pas Emmanuel, c'est mon vrai prénom, mais plus grand monde ne m'appelle comme ça, par peut-être mes anciens profs. Donc je suis kiné de formation, j'ai 38 ans, 3 enfants, je suis mariée et je suis co-gérante d'un centre à Herve. Euh, voilà, j'ai dit que j'étais kiné, oui, je suis Oui, kiné. c'est Je ça. sais plus Ouais, si et je ton l'ai centre dit. ouais, et ton centre Personnel d'entraînement? trainer aussi, voilà, donc je fais du coaching, de la kiné et co-gérante du centre avec mon mari Synergie AR. Ok, synergie, c'est ça. Ok, good. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à faire, parce que ta profession numéro une, c'est kiné, c'est bien ça. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir kiné en fait? J'ai toujours été attirée par le sport. J'ai fait de la gymnastique, pas au niveau d'Aziza, mais quand même aux élites, mais pas autant d'heures qu'elle. Et puis j'ai fait de la danse aussi, hip-hop et un peu de jazz. Donc, et j'ai fait du fitness lors de mon adolescence. Et donc, j'ai hésité en plusieurs voies. Enfin, j'ai pas eu beaucoup d'hésitation parce que la kiné a été comme un projet que j'avais depuis longtemps, depuis environ mes 12 ans. Simplement en accompagnant aussi ma maman chez l'ostéopathe, mais c'est pas vraiment la kiné. Et donc, c'est une profession qui m'attirait parce qu'elle pouvait offrir une possibilité de formation très diverse. Après le diplôme de base, on peut s'orienter vers plein de domaines différents et c'est cette variété-là que j'appréciais parce que je ne savais pas encore vraiment dans quel domaine je voulais travailler, mais je trouvais que ce métier pouvait offrir justement cette diversité de formation. Donc en périnatalité, enfin, j'ai déjà plein de choses assez vastes, de domaines assez vastes qu'on peut aller explorer et on n'est pas obligé de faire tout le temps la même chose lors de son métier de kiné. Donc, c'est quelque chose vraiment qui m'a attirée vers ce domaine-là. Ok. Et quelles sont alors les premières voies où tu t'es dirigé pendant que tu étais kiné alors? Tout de suite après mes études, j'ai fait la formation de coffrier, donc de gymnastique abdominale hypopressive, donc genre 2 mois après, 3 mois après. Ensuite, j'ai travaillé ma première année de vie professionnelle, j'ai travaillé dans une salle de fitness de la région où là, il y avait un cabinet de kiné, donc je travaillais en tant que kiné, en tant que monitrice de cours collectifs. C'est là que j'ai fait mes premières formations en fitness, cours collectifs, les SPILS de base, fitness classique, on va dire. Et tout de suite après mes études aussi, j'ai entamé en 2 ans le CERDEN, donc nutrithérapie et conseiller en nutrition humaine. Ok. Ça, c'est les premières choses que j'ai faites. Et alors, la deuxième année, j'ai entrepris une formation de personal training à Bruxelles, à la Fitness Academy qui n'existe plus. Et là, il y avait 4 niveaux dans la formation et je suis arrivée au troisième niveau. Le quatrième niveau, je ne sais pas s'il y en a qui y sont arrivés, c'était Master Trainer, mais ma connaissance, je crois que ça s'est plus ou moins arrêté. Donc voilà, je suis arrivée au niveau lifestyle trainer. Mais ça, c'était aussi en plusieurs modules et sur environ 2 ans. Ok. Donc voilà les premières orientations. Good. Super. Au niveau justement de ton choix, j'entends que la première année, ça a été un petit peu, pas la course parce que tu as choisi vraiment les formations qui t'intéressaient. J'entends kiné. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dirigé justement un peu plus vers sport, coaching personnel? En tout cas, c'est ce que je retiens de tout ça. Bien sûr, l'alimentation et tout ça, mais c'est aussi, ça englobe bien le suivi d'une personne en particulier plutôt que, même si tu as touché au cours collectif, j'entends plus que tu te dirigeais déjà vers la personne en tant que telle plutôt que le collectif. Est-ce que tu Oui. peux nous en parler un peu de ce choix? Lors de mes stages, lors de mes études, le monde hospitalier ne m'a jamais trop plu. Je ne me voyais pas du tout là-dedans. Je me voyais agir beaucoup plus au niveau prévention, justement, donc d'où le pourquoi. Puis étant pratiquante moi-même, c'est un milieu que je connaissais déjà, qui m'attirait. Maintenant, j'ai évolué après, mais comme pour tout, une fois qu'on sort des études, on croit qu'on connaît des choses, on sait qu'on n'en sait pas beaucoup, mais on croit quand même en savoir. Et bon, après, ça va fortement évoluer. Donc, C'est bien dit. ouais. Donc le diplôme de kiné en soi, enfin, comme Aziza l'avait dit aussi, voilà, c'est un morceau de papier, ça te permet de pratiquer, mais après, tout reste à faire. Donc, Ouais, c'est ça.
clairement ça, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ton centre d'entraînement, enfin de ton centre Synergie à Herve? Comment, voilà, la création de ce centre-là, comment ça s'est fait? Voilà, dites-moi un peu ça. Alors, enfin, je vais faire court parce que c'est une longue histoire. Donc, c'est avec mon mari qui avait déjà eu une salle, on va dire, quelques années auparavant, qui avait dû fermer parce qu'il devait déménager. On n'a pas trouvé de local à ce moment-là. On a vécu un moment dans le sud de la France où j'exerçais en tant que kiné, puis on est revenu et ce projet était toujours là. Donc, il est ouvert depuis septembre 2011. Et il a fortement évolué aussi dans la manière de voir les choses et d'encadrer les personnes. Et dans ce que nous proposons, au début, on n'était que nous deux. Il y avait 12 cours par semaine, on assurait tout. Maintenant, on a des moniteurs indépendants ou indépendants complémentaires qui nous aident. Et c'est un projet de couple, de famille aussi, parce qu'il y a tout qui est un peu interconnecté. Quand on a un projet comme ça prend énormément de place dans notre vie. On en parle beaucoup, on communique beaucoup. Depuis le début, quand même, on le voulait un peu différent de l'offre fitness classique. Donc, nous ne nous sommes jamais rattachés à des concepts existants, à part Zumba, mais je veux dire, dans des concepts de cours pré-chorégraphiés comme les Mills ou Radical ou ce qui existe, où on ne voulait pas s'attacher à des choses types qui existaient, mais créer vraiment notre approche, notre démarche par rapport aux outils qu'on disposait déjà à l'époque, mais qui se sont bien étoffés depuis. Donc, on était, je pense, maintenant c'est difficile à dire, mais un des premiers centres en 2011 a déjà donné des cours de Viper, des cours de TRX. Maintenant, il y en a partout, mais en 2011, il n'y en avait pas. Donc, il y en avait dans d'autres pays, ailleurs, mais très, très peu. Je ne sais pas si on est les seuls, ce serait prétentieux de le dire. Si on était les premiers, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Dans la région, il n'y en avait pas. Comment tu qualifierais ton centre à l'heure actuelle avec ce qu'il est? Comment tu le qualifierais? Comment moi j'aimerais le qualifier? Parce qu'il y a toujours aussi des discussions donc, avec mon mari et parfois des visions différentes. Donc il faut qu'on s'arrange un peu, qu'on communique beaucoup pour un peu rassembler nos idées et faire passer les choses. Moi j'aimerais bien le qualifier comme centre de mouvement, simplement. J'aimerais bien, en tout cas. C'est ça. Ok. Et comment tu lui amènes à penser comme toi, on va dire? Comment tu amènes ton mari à penser comme toi? Le réveillant la nuit, on lui parle des ordres. C'est ça, j'imagine. Non, je veux pas qu'il pense comme moi. Ça, on peut pas forcer à quelqu'un. Je peux pas l'obliger à penser comme moi. Mais là, j'ai la chance. On a une organisation là les dernières années. C'est surtout moi qui suis partie en formation. On en a fait quelques-unes ensemble. Mais c'est un peu le deal pour le moment, donc il me permet de partir parce que lui, il a un emploi salarié aussi à côté, mi-temps en tout cas, donc il ne peut pas partir facilement. Enfin, et je ramène un peu à la maison tout ce que je vais chercher. On parle beaucoup, enfin, il lit les syllabus, on discute énormément, vraiment beaucoup. Tu fais cours à la maison. Pardon? Tu fais cours à la maison, quoi, on va dire. Tu lui apprends tout ce que tu as appris dans tes formations. Enfin, tu essayes en tout cas de lui communiquer ton savoir. C'est pas sous forme de cours, c'est discussion, parfois discussion animée aussi, parce que ça m'énerve fait comprendre. Discussion de couple, mais bon, voilà, ça permet d'échanger pas mal et la grande chance quand même qu'on a des diplômes pas similaires, mais lui, il a fait éducation physique, donc il comprend, enfin, il a fait éducation physique à Louvain, il comprend quand même ce dont je lui parle et ça l'intéresse beaucoup, mais vu qu'il n'a pas vécu les choses comme moi, c'est pas facile de faire passer exactement, c'est pas pareil de retransmettre en discussion de formation ou de la vivre, c'est très différent. Ça prend beaucoup de temps en fait, ça prend des mois pour que les pièces tournent petit à petit et qu'il ose un peu lâcher certaines choses qu'on fait ou qu'il faisait, que progressivement il ose évoluer. Il a peur que les gens ne suivent pas. Voilà, il y a peut-être des membres qu'on perdra, d'autres qu'on gagnera. De toute façon, c'est un peu ce qui se passe. Mais globalement, les gens nous font confiance, ils nous connaissent depuis longtemps. On a des membres qui sont là depuis le début et on a une très bonne rétention. Donc, les gens nous suivent, même s'ils ne savent pas trop tout pourquoi on fait, tout pourquoi du comment, pourquoi on fait les choses. Beaucoup nous font confiance et ça ne fonctionne pas trop mal. Ouais, ça, c'est vraiment, vraiment top de ce que j'entends ici, encore une fois. Déjà, la première chose, c'est dans un couple, en plus
d'autant plus quand on travaille ensemble, il faut savoir être complémentaire, complémentaire et se comprendre et s'écouter. La communication, c'est hyper important. Moi, j'ai tendance à être à partir dans tous les sens. Ma femme a plutôt tendance à me canaliser. Je pense que c'est un peu comme ça que ça fonctionne aussi de ton côté, et ce qui n'est pas plus mal. Il y en a toujours un qui va chercher un peu plus loin, l'autre qui canalise. Donc, il y a vraiment voilà, une complémentarité à aller chercher. C'est difficile, je pense aussi, d'aller à 100% dans un projet quand on n'est pas soutenu. En tout cas, voilà, d'un point de vue personnel. C'est dur. Ça, c'est certain. Voilà, je pense aussi. Maintenant, ce qui est top aussi, c'est, tu vois, quand tu nous parles voilà, de ce côté, oui, il est un peu sur la défensive parce que il a peur de perdre des gens, etc. Je pense que c'est quelque chose qui fait peur à pas mal de gens. Ça, c'est vraiment un truc dont on peut parler aussi. Les gars, de toute façon, et tu l'as très bien dit, Emma, on en perdra de toute façon des gens, parce que ne serait-ce que la vie, les déménagements, ces choses comme ça. Maintenant, il y a une chose dont je suis sûr par rapport à ce que j'ai vécu, à ce que je vis non-stop et les échanges qu'on a de plus en plus avec Bastien aussi, c'est que quand on décide de prendre une direction, les gens de toute façon qui vont te suivre vont vraiment te suivre. Ils vont pas juste venir pour, tu sais, dire ouais, se donner bonne conscience, quoi, le côté un peu, voilà, je vais juste faire mon truc. Non, non, ils s'impliquent et du coup, ça devient, alors le mot famille est peut-être fort, mais en tout cas communauté. Ça devient des gens, voilà, ça devient vraiment des gens avec qui tu échanges, tu évolues. Et moi, de ce que j'entends, c'est que tu as été une des premières à faire des choses qui n'étaient pas ici. Parce que justement, tu as cette faim d'apprendre et de créer non-stop, en fait. Et ça, c'est totalement et ça fait plaisir d'entendre ça encore une fois, c'est totalement l'esprit NBNG. Podcast, c'est vraiment ce côté, ouais, on sait, mais on ne se contente pas de ça, et tu es non-stop en évolution. Et ça, je trouve que c'est vraiment, il faut le mettre en avant. Ce côté, les gars, c'est bien de garder une sécurité, parce qu'il ne faut pas non plus être fou ou être bête, faire les choses bêtement. Mais n'hésitez surtout pas, si vous avez la possibilité d'évoluer et d'aller voir autre chose, de le faire. Ouais. Ouais, tout à fait. Si tu veux quelque chose de différent, il faut faire quelque chose de différent. Si tu as envie d'avoir des résultats différents, c'est ça, c'est exactement voir d'autres approches. Et il y a d'autres approches que Emma va un peu nous parler. D'ailleurs, j'imagine que dans tes formations, il y a certaines formations qui a changé, entre guillemets, ta méthode, enfin ta façon plutôt d'apprendre à tes adhérents. Et voilà, tout ça, j'imagine. Oui, 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 oui. C'est difficile. Enfin, il y en a eu beaucoup ces 3 dernières années, donc c'est difficile de dire vraiment une particulièrement et uniquement celle-là, parce que inévitablement, ça devient un mix de beaucoup de choses. Mais il y a des choses, des sujets auxquels je m'intéressais et des personnes que je suivais avant d'aller faire leur formation, comme Tim Anderson pour OS, Original Strength, ou Mathieu pour Institut IP, etc. Donc, il y a des choses que j'avais cherchées par moi-même, regarder les vidéos, etc., avant d'aller faire la formation. Donc, il y avait déjà des choses que j'amenais avant, enfin, déjà au cours, avant d'aller me former, des lectures. Enfin, les livres de Tim Anderson, je les avais tous commandés, je les avais lus. Enfin, donc, je suis bien contente d'avoir pu aller suivre ces 2 jours-là, c'était en 2018, ça, à Caen, en France, parce que c'était la première fois qu'ils venaient en France. Pouvoir voir en Europe, peut-être même. Ils vont revenir si tout va bien, Ouais. en 2000. Je ne sais plus si c'est 20. Oui, je crois que c'est déjà en novembre 2020. Normalement, ça devrait aller, hein, espérons. Et alors, il y a un peu 3, 4. Il y a des formations que je fais en tant que kiné, vraiment pure. Donc, thérapie manuelle, j'ai fait 2 ans. J'avais fait déjà à l'époque, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, la première année ou la deuxième, je ne sais plus, d'activité professionnelle. J'avais déjà fait 3 jours posturologie avec Philippe Villeneuve, posturologie clinique. Ce n'est pas la même approche que le docteur Brico que j'ai fait aussi, mais ça reste de la posturologie, donc la base, c'est la même. Et j'y suis revenue à la posturologie grâce à Mathieu, donc à la vraie posturologie, hein, pas à la fausse, la vraie posturologie. Donc il y a les formations plus oui, thérapeutiques, donc plus kiné. Il y a les formations plus de tout ce qui est culture du mouvement. Donc, je suis allée faire un stage avec Ido Portal à Berlin de 5 jours. J'ai fait avec Cameron Shane et sa femme Budokon Mobility. En Allemagne aussi. Dernièrement, là, juste avant le confinement, j'ai eu la chance de pouvoir faire 2 jours avec Fighting Monkey, avec Joseph Rucek, qui est vraiment hyper, hyper intéressant. Une très, très belle personne à rencontrer.
Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, bah, Tim Anderson, je l'ai dit. Qu'est-ce que j'ai fait? Il faudrait que je regarde mes notes. Voilà. Oui. Eh ben, justement, moi, dans ton approche, voilà, ici, Oui. concrètement en parlant, qu'est-ce que tu as pu observer, qu'est-ce que tu as observé avec tes adhérents et qu'est-ce qui a fait en sorte que les choses ont changé par rapport à ce que tu appliques au quotidien avec tes adhérents maintenant? Pour toi, quelles sont les limites que tu as pu observer au début et maintenant, quels sont les progrès que tu observes avec tes adhérents? Les limites, c'était des limites physiques aussi au niveau organisation de la salle. On avait une salle de cours collectif avec un podium et un sol en dur, une espèce de parquet. Donc, ça, on a enlevé et on a complètement changé le sol. C'était une limite parce qu'on restait dans un cadre de cours de fitness avec un moniteur sur un podium. Et ça, j'en pouvais plus, mais depuis très longtemps. Hein. Depuis très, très longtemps, vraiment, j'en pouvais plus de ce cadre-là. Ça ne me correspondait vraiment plus depuis longtemps. Donc, on a viré le podium, on a changé le sol, on a mis des tatamis partout. Donc, cette limite physique-là a changé beaucoup de choses. Dans l'organisation des cours, dans la proximité par rapport aux gens, dans tout en fait. Donc vraiment sortir du cadre fitness, mais complètement, enfin complètement. On est quand même dans ce cadre-là, mais pas du tout, pas dans le fitness, podium, musique tonitruante, etc. Donc, ça, c'était une première limite. Oui. Et qu'est-ce qui te gênait? Parce que je sais bien que tu avais vu un article, enfin tu mets plein d'articles, c'est super intéressant ce qu'elle met sur ses pages Facebook. Enfin, on verra de toute façon tout ça dans la description. Mais je sais qu'il y avait un article que tu avais mis et tu avais dit clairement que exactement cet univers un peu aseptisé avec des néons, avec de la musique à tout va, avec voilà, c'est exactement ce processus, on va dire, de salle conventionnelle, de cours conventionnels, pour toi, te gêne. Tu sais un peu expliquer pourquoi en fait exactement ça te gêne? Ça nous éloigne de notre nature, j'ai envie de dire d'animal humain. Enfin, ça, ça, ça rend l'activité physique très artificielle. Enfin, la mise en mouvement, j'ai plutôt envie de parler, très artificielle. Et c'est quelque chose qui me dérange. Maintenant, j'ai rien contre la musique et contre le fait de danser parce que de tout temps, sur la terre entière, l'homme a toujours dansé. Donc, c'est pas la musique. La musique, elle est bien, elle est entraînante, j'ai rien contre ça. Mais le cadre vraiment, oui, artificiel, lumière. On n'a jamais eu des lumières clignotantes, etc. Mais si on prend un cours de vélo, de RPM par exemple, classiquement dans les salles, c'est fait dans un espace cloisonné, tout fermé, avec la musique qui va à fond, des lumières qui clignotent dans tous les sens. Et c'est bizarre pour un être humain de faire ça, je trouve. Je ne me retrouve pas là-dedans, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me dérange. Maintenant, je peux comprendre qu'il y a des gens qui apprécient, je ne voudrais pas choquer, mais je pense pas que c'est de ça dont on a besoin, franchement, par rapport à notre mode de vie actuel. Je pense pas qu'aller s'enfermer comme un hamster à pédaler pendant 1 heure, je pense pas que c'est de ça dont on a besoin. Et alors, pourquoi? Vas-y, Benjamin, je t'en prie. Merci. Est-ce que du coup, tu prônes vraiment un retour aux sources et peut-être, comment dire, une écoute plus importante de soi-même dans ce genre de moment? Parce que je sais bien aussi qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, ils ont besoin, enfin moi dans mes cours, j'ai beaucoup de gens qui disent, ouais, la musique est primordiale, mais tu sais, il y a un côté où ils ne s'écoutent pas en fait, ils vont juste exploser. Est-ce que justement dans ton approche de mouvement, dans ta façon de voir les choses par rapport à cette ambiance-là, tu prônes vraiment une écoute de la personne envers elle-même, de par l'ambiance que tu crées? Ça dépend à quel cours, parce que je donne des cours beaucoup plus calmes avec une musique douce qui invite justement à cette écoute. Et je donne aussi un cours rythmé, donc où là justement, il a fortement évolué aussi ce cours-là, donc il est un peu, il n'existe nulle part, je crois. Il est même difficile à expliquer parce que j'intègre pas mal de choses dedans. Mais la musique est un bon support, ça dépend comment on l'utilise. Si c'est juste Bruit, quoi. pour s'exploser, et dépasser ses limites parce que la musique est là à fond et qu'on finit par faire n'importe quoi, bof, ça dépend comment on l'utilise. C'est un super support quand on sait bien l'utiliser, je trouve. Merci. Encore une fois, je pense qu'il faut une question de base aussi. Comme mon père me le disait à l'époque où il faisait du bodybuilding, il disait clairement, moi, il ne comprenait pas quand il venait dans une salle de CrossFit et qu'il y avait autant de bruit. Il disait, mais pourquoi il y a la musique qui va comme ça tout le temps? Comment ça se fait? Je dis, bah, écoute, papa, ça fait un peu partie de ça. Écoute,
voilà, dans la partie intensive, on met de la musique, ça met de l'ambiance et on me dit, mais moi, je ne comprends pas. Moi, à mon époque, il n'y avait pas de musique. On entendait la respiration des gens, on entendait le bruit des machines et des barres et des poids. Je dis oui. Et après, quand j'y réfléchis, ben, des fois, je me retrouve ouais, je coupe la musique et je me retrouve un peu dans cet état-là et je me dis, mais en fait, c'est génial. Parce qu'en fait, ça te permet de te concentrer sur toi-même, de te recentrer sur toi-même et tu t'écoutes plus ton corps, en fait. Hein. C'est ça qui est vraiment… Il y a de se défouler sur la musique et de faire les fous sur la musique, tout le monde en a besoin. Hein. Enfin, Ouais, je veux dire, je ne suis pas contre ça. On le fait à la maison avec les enfants, ça fait du bien. Mais il ne faut pas faire que ça. Quoi. Il faut être capable de la couper, comme tu dis, et de pouvoir se connecter à soi et ses sensations. Il faut avoir les deux. Si on n'est pas capable de pouvoir faire ça, il faut se poser des questions. Clairement, c'est ça, tout à fait. Alors, ta pratique du mouvement. Alors, le mouvement, le problème, c'est que… Enfin, le problème, c'est pas le problème, mais c'est qu'on entend de plus en plus parler du mouvement, en règle générale. Ça vient, peut-être certains ont déjà entendu. Pour toi, ça signifie quoi, le mouvement? Qu'est-ce que c'est comme approche? Qu'est-ce que ça permet aux gens? Voilà, quels sont les points, on va dire, positifs que tu vois là-dedans et comment tu donnerais cette définition au mouvement? L'importance que ça a. C'est Rosa, j'ai peur de me tromper, Rosa comment? Il faudra le dire après dans la description. Ouais, on mettra, ne te voilà. tracasse pas. Le mouvement n'est pas quelque chose que vous faites, c'est ce que vous êtes. Je pense que c'est ça la citation, je l'avais traduit de l'anglais, je pense que c'est Rosa Luxembourg, j'ai peur de me tromper vraiment. Donc, qu'est-ce que c'est le mouvement? Vaste question. Donc, en tant qu'être humain, on a beaucoup de capacités, on est beaucoup plus fort que ce qu'on peut penser. C'est clair qu'on n'a pas de carapace, on n'a pas d'ailes, on n'a pas plein de choses que des animaux ont et que nous n'avons pas, mais nous sommes très polyvalents. Et donc, nous sommes capables de beaucoup de choses. Et par notre mode de vie, nous ne devons plus faire appel à ces capacités. Nous devenons tellement pauvres dans notre vocabulaire de mouvement que ça appauvrit l'être tout entier. Donc, même dans la fonctionnalité de son cerveau. Avoir un vocabulaire de mouvement hyper restreint, en général, j'ai peur de choquer aussi, ça va aussi avec une étroitesse d'esprit, une rigidité. Donc, il y a des parallèles qui sont intéressants à faire. Donc, le mouvement, ça va beaucoup plus loin que juste pratiquer dans son coin des mouvements jolis. Parfois, c'est peut-être mal perçu. Je me demande si parfois, quand je mets des vidéos, c'est peut-être mal perçu. C'est pas le but de juste faire un truc sur un tapis joli. C'est pas ça. Ça va beaucoup plus loin, justement. Donc, ça permet donc retrouver le mouvement, développer son potentiel et retrouver ses capacités de mouvement humain en allant rechercher les sources, donc vraiment la base du mouvement, la base sensorielle, sensorimotrice, la première année de développement, elle est vraiment recherchée donc, par rapport aux réflexes archaïques, je n'ai pas encore parlé, mais je pense que tu allais peut-être l'aborder, etc. Donc vraiment aller rechercher la base, la source du mouvement et reconstruire un peu tout ça, ça permet vraiment d'aider à développer son potentiel et l'individu, mais dans toutes les sphères de la vie, que ce soit donc émotionnel, cognitif, même au niveau des apprentissages, capacité de concentration, etc. Et bien sûr au niveau physique, parce que avoir un potentiel physique, ça permet de vivre une vie plus diversifiée, un peu meilleure que d'être enfermé, emprisonné dans un corps qui ne répond pas par rapport aux envies qu'on pourrait avoir. Magnifique. C'est une belle définition. J'ai beaucoup aimé cette définition. Ouais, moi aussi, j'ai rien à dire. C'est compliqué de répondre à ça, mais c'est vraiment bien. C'est plus clair, je trouve. Justement, est-ce que tu veux un peu aussi nous parler de ces réflexes archaïques? En quoi ça consiste? Parce que ça aussi, il y a des gens qui en ont entendu parler, mais en fait, on ne sait pas trop ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils n'ont pas encore dit… dans les autres, parce que je ne suis pas la seule formée en réflexe. Hein. Vous avez interrogé Sébastien, Adrien, qui sont aussi formés. Ils n'ont pas détaillé plus, hein, je pense. Non. Donc, les réflexes, ils sont génétiquement programmés. Donc, ils sont programmés pour se développer grosso modo dans la première année de vie. Donc, déjà, les premiers mouvements que le bébé fait dans le ventre de sa maman dans leur première année de vie ne sont pas volontaires, parce que le cerveau n'est pas du tout mature pour pouvoir contrôler le corps de manière volontaire. Donc, on appelle réflexes archaïques parce qu'ils sont dépendants du cerveau archaïque. Donc, il y a en gros 3 cerveaux, en simplifiant, donc cerveau archaïque, cerveau limbique et néocortex.
Et le cerveau archaïque, on l'appelle aussi le cerveau primitif ou reptilien, c'est le même. Et donc, celui-là, ben, il fonctionne à la naissance, mais les autres doivent maturer. Et donc, le bébé naît avec toute une boîte à outils qui est là, qui est programmée génétiquement pour permettre au cerveau de maturer et pour permettre au néocortex d'être prêt, d'être apte à contrôler les mouvements de manière volontaire. Mais au départ, tout est réflexe. Donc, à notre connaissance actuelle scientifique, il y en a 72. Il y en a sûrement plus. Il y en a qu'on ne sait pas à quoi ils servent. Et les réflexes archaïques vont permettre vraiment de construire la posture, la motricité, la capacité à bouger son corps dans l'espace, mais ils ont aussi donc, des implications dans le développement émotionnel et cognitif, en résumé. C'est très bien, encore une fois. Très belle définition. Alors, il y a un truc, un parallèle que j'aime mettre en place ici avec Maxime Jacques. On avait regardé quelle était la différence entre la proprioception et le système vestibulaire et l'équilibre. Genre, je me mets sur un bossu et en fait, c'est pas vraiment de la proprioception, parce qu'on dit souvent on fait un travail proprioceptif, mais avant ça, il y a tout d'autres mécanismes adjacents qui s'enclenchent avant que ce soit entre guillemets de la proprio. Toi ici, est-ce que tu peux un peu nous éclairer sur un truc qui revient tout le temps? Posture vs position. Ah. Parce qu'en fait, ce qui se passe, souvent, on dit à une personne, écoute, elle est dans une position assise, ok, elle est mise dans une position assise. Est-ce qu'elle est dans une position ou est-ce qu'elle est dans sa posture? Voilà, c'est un peu ces questions-là. Comme une posture, c'est que je prends en cas de figure, je viens ici, hop, je me recule, je me mets là, je fais un pivot de hanche, ok. Est-ce que c'est une posture ou une position? Voilà, toutes ces choses-là. Parce que souvent, voilà, comme une posture de yoga, en fait, ce n'est pas vraiment une posture, c'est plutôt une position. Enfin, voilà, est-ce que tu peux... Dans le vocabulaire yoga, on parle de posture de yoga. Et je pense que la confusion vient de là, mais pas que. Parce que quand on dit il faut faire attention à sa posture, il faut se tenir droit, se grandir, il faut se posturer. Alors, quand c'est faire attention à sa position, clairement. Quand on ne peut pas faire attention à sa posture, c'est pas possible parce que la posture, elle est réflexe, elle est là. Elle n'est pas contrôlable par la volonté. Moi, on peut contrôler pendant un petit moment, mais le naturel revient automatiquement. Donc, on peut contrôler sa position, mais pas sa posture. C'est impossible. La posture dépend de l'efficacité des capteurs posturaux, tout le système sensoriel et de comment elle s'est construite dans cette fameuse première année de vie grâce aux réflexes archaïques. Donc, avoir l'idée qu'on peut contrôler sa posture de manière volontaire et qu'il suffit de faire attention à bien se grandir, à bien se tenir droit pour la corriger, c'est faux, c'est même absurde. Et cela va même plus loin en fait, parce que les gens qui essayent de contrôler leur posture de cette manière-là, ça peut même créer ce qu'on appelle des amnésies sensorimotrices, parce qu'on va se mettre, on va bloquer des parties de son corps de manière rigide parce qu'on pense que c'est comme ça qu'il faut se tenir. Et donc, on va peut-être avoir peur d'aller chercher certaines amplitudes, de bouger d'une certaine manière. On va croire qu'il faut garder continuellement ce dos droit pour le protéger. Or, si le dos devait rester tout le temps droit, il n'y aurait pas autant de surface articulaire, il n'y aurait pas autant de vertèbres. Le bon Dieu ne serait pas embêté, il aurait mis un seul os. Donc, et le fait d'être dans l'hyper-contrôle fait qu'on restreint justement cette possibilité de mouvement et les mouvements qu'on ne va jamais chercher, le cerveau les oublie. Et il y a des zones du corps qui ne sont pas plus mises en mouvement et que le cerveau oublie, qui peut mettre ces zones en mouvement. Donc, elles deviennent amnésiques. C'est ce qu'on appelle l'amnésie sensorimotrice, qui peut être créée par simplement l'inactivité, la sédentarité, etc., mais aussi par l'hyper-contrôle. Okay. Et est-ce que donc par rapport à ce que tu viens de nous dire, par rapport à la posture, donc tu dis que c'est pas contrôlable, etc. Est-ce que ça peut être amélioré? Donc, c'est-à-dire que si tu fais du travail d'un point de vue sensorimoteur, en allant justement aller rechercher les mouvements dont tu es en train de nous parler et toutes ces choses-là, vraiment essayer de travailler sur ça, est-ce que tu peux du coup, j'ai envie de dire improve, enfin améliorer du coup cette posture? Oui, tout à fait. Et ça prend du temps. Parce que c'est une reprogrammation. Donc, ça va vraiment aller rechercher les sources de la construction, mais ça prend du temps. Donc, c'est pas en un cours.
Ça prend des mois, voire des années pour vraiment reprogrammer les choses. Ouais. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le podcast avec Adrien Chartier qui parle exactement de la posturologie. Et c'est une des bases exactement qu'on est en train de parler ici. Comment régler la posture? D'abord via la posturologie et ensuite, évidemment, vis-à-vis de plein d'autres outils que Emma met au quotidien, en fait, propose à ses adhérents, en fait, au final. En fait, les adhérents ne se rendent pas compte, mais en fait, tu leur fais vraiment du bien à 100%. Quoi. Ils ont de la chance. On leur fait faire. Et, à mon avis, ils trouvent ça bizarre. On n'a pas le temps de demander pensez-vous. Mais je pense qu'ils nous font confiance. Ils savent que ça va leur faire du bien sans savoir exactement pourquoi ils font les choses. Mais justement, donc voilà, on sait qu'on leur fait du bien à leur insu. C'est ça, c'est ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, avec cette vidéo-là, ils comprendront peut-être un peu plus exactement en plus. C'est ça qui est chouette. Avec tous ces mécanismes-là, en fait, qui sont peut-être un frein à certaines choses que les personnes pourraient se dire, bah voilà, putain, j'ai une épaule qui est comme ça, pourquoi j'ai mon épaule comme ça? J'ai des douleurs récurrentes, est-ce que avoir une douleur récurrente, est-ce que c'est normal? Non, c'est tous des petits indicateurs que le corps essaye de nous transmettre pour nous dire qu'il y a des dysfonctions. Maintenant, elle peut être d'ordre, comme tu l'as dit, physique, psychologique, ça peut aller dans tous les sens. C'est pour ça qu'il est important d'être suivi par un professionnel qui puisse vous guider vers les étapes, parce que j'imagine que les étapes sont importantes. Tu ne peux pas travailler directement vers quelque chose qui est trop évolué, parce que j'imagine qu'il y a une espèce de chronologie dans ce que tu fais. C'est ça qui est compliqué quand on a affaire à un groupe, donc en cours collectif, c'est que les niveaux sont tellement différents qu'il faut essayer d'amener chacun à travailler à son niveau. Et donc, on ne peut pas non plus, pendant des mois, que faire des exercices pas très amusants, on va dire. On est obligé aussi de jouer un peu, d'amener un peu plus de choses gaies. Donc, il y a des options, évidemment. Mais c'est vrai que c'est un challenge en collectif d'avoir cette évolution, cette logique dans l'évolution. Mais il y a moyen que chacun travaille à son niveau. Alors, moi, j'ai une question d'un point de vue psychologique. Donc, par exemple, voilà, petite anecdote. Quand j'ai commencé à te suivre, grâce à Bastien qui m'a justement montré tout ce que tu faisais, j'ai vu justement une de tes vidéos où tu sais, tu bougeais de façon vraiment le flow. Vraiment, tu bougeais et tout ça. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et je me dis, tiens, c'est un truc, quand j'étais gamin, je le faisais beaucoup, je ne le fais plus du tout. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une musique un peu calme comme ça et j'ai décidé de danser. J'ai décidé vraiment de suivre ce flow. Et en fait, là où je veux en venir, c'est le côté psychologique du lâcher prise. Il y a énormément de gens qui me posent des questions comme ça en disant, c'est fou, toi, il y a 10 personnes, il y a une personne, tu fais ton truc. Or, je pense que par rapport au cours collectif et au niveau dont tu es en train de parler, il y a aussi énormément de psychologique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à relâcher, à justement écouter ce flow. Un peu comme dans la vie de tous les jours, les gars, on l'a tous vécu, cet ami qui n'a pas du tout envie de se lever pour danser. Je veux dire, alors moi c'est vraiment. Bastien rigole parce qu'il connaît. Mais voilà, c'est vraiment un truc, je pense. Voilà, donc j'ai envie de parler, j'ai envie d'avoir ton avis là-dessus parce que bêtement, moi, en allant chercher ce flow, j'ai débloqué des trucs d'un point de vue overhead pour les crossfitters. C'est tout con, mais je veux dire, j'ai dansé 2 fois comme ça, et ça a duré 4 minutes. Et j'ai redébloqué des choses parce que j'ai vraiment eu voilà, ce relâchement, tu sais, ce flow qui est revenu. Donc voilà, pour recentrer un peu. Dis-moi. Il faut se l'autoriser en fait. Je crois qu'il y a des barrières psychologiques, comme tu dis. Quand les gens viennent à un cours collectif, beaucoup moins maintenant parce qu'ils ont évolué. Puis il y a eu des moniteurs aussi assez carrés, on va dire. Mais il y en a en tout cas qui sont dans une attente qu'on leur dise exactement comment faire, et beaucoup trop. C'est vraiment beaucoup trop être guidé à l'extrême. Quand est-ce que je dois respirer? Est-ce que je peux bouger ceci? Est-ce que je suis bien mise? C'est bien. Enfin, vraiment un stress. Et qui ne sont plus du tout connectés à ce qu'ils ressentent de l'intérieur, mais ils attendent vraiment la consigne tout le temps extérieure, comme si le moniteur était un grand dieu qui savait tout et qui allait les mener automatiquement sur la bonne voie. Mais la première personne qui connaît le mieux son propre corps, c'est soi-même. Enfin, il faut remettre les gens, leur redonner le pouvoir et les reconnecter à eux. Parce que, et je ne vais pas prendre cette place de je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi. Surtout pas. Enfin, on peut guider, mais il faut vraiment redonner cette confiance que les gens peuvent avoir dans leur corps et qu'ils ont perdu peut-être à cause de moniteurs beaucoup trop autoritaires. Je ne sais pas quel terme utiliser ou trop. Dirigiste, comme tu dis. Voilà.
Voilà, diriger à l'extrême de tout, trop carré, c'est comme ça et pas autrement. Si tu fais ça, tu vas te blesser. Si tu te relèves comme ça, tu vas avoir une hernie discale, etc. Donc, et alors, ce qui aide pas mal le lâcher-prise, c'est de fermer les yeux, tout simplement. Maintenant, par rapport au système vestibulaire, il y en a qui peuvent être dans l'inconfort de faire des choses les yeux fermés. Il ne faut pas prendre de risques non plus. Mais dans le court calme dont je parlais tout à l'heure, quand on commence les yeux fermés, j'allais dire les yeux fermés. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Les yeux fermés, ça permet déjà de... Si tout le monde a les yeux fermés, je vais le refaire, les yeux fermés, on sait que personne ne regarde l'autre, donc on se sent beaucoup plus à l'aise pour bouger et de s'autoriser à aller explorer simplement le mouvement de manière libre et aller chercher cette autorégulation qu'on peut avoir, qu'on a tous en nous et faire confiance à son corps aussi. Tout ne doit pas venir de l'extérieur. C'est ça, exactement. Stop. Moi, par exemple, je donne un cas de figure concret. Moi, je suis crossfitter, je porte des barres, je fais des cleans, je fais des deadlifts, je fais des bench, je fais tous les outils que vous pouvez imaginer dans l'entraînement. Je suis passé dessus, quoi. J'ai fait plein de méthodes, j'ai fait plein de choses. Quand j'ai commencé à avoir... Pardon. Dans mes formations, j'ai fait le level 1 CrossFit aussi en 2015. Ouais, c'est chouette. Ouais, tu as raison, il faut explorer aussi d'autres choses. Et alors, moi, ici, de là, je me suis dit, bon, je commençais à avoir des douleurs, comme j'ai déjà dit dans d'autres podcasts, je commençais à avoir des problèmes de posture, au niveau statique, déjà, ça se voyait. Je me suis posé plein de questions. À ce niveau-là, au niveau postural, je me suis remis en place, on va dire. J'ai essayé de suivre bien le protocole et tout ça, et de faire mes exercices que je devais faire. Après, à un moment donné, je voyais Emma. Et encore une fois, comme tu dis, je voyais Emma faire ses mouvements, etc. Et je disais, mais ça a du sens. Dans le sens où je suis, comme elle l'a dit, dans un sport très protocolaire, avec le dos bien plat, les positions bien définies par l'haltérophilie, bien définies par la gym. Toujours, voilà, c'est toujours très renfermé, on va dire, c'est toujours très protocolaire. Et je me suis dit, à un moment donné, j'ai des douleurs, même si mon dos est plat, c'est bizarre, pourtant mon dos est bien mis, mais j'ai des douleurs quand même. J'ai des tensions qui se créent dans mon bas du dos, j'ai des tensions aux épaules. Et en fait, je me suis rendu compte que simplement, mon corps était figé. En fait, il était figé, il s'est figé. Et comme je l'ai dit clairement, j'ai voulu essayer de me donner la chance d'avoir un corps qui bouge. Un peu comme dans le flow, comme on l'a dit tout à l'heure, essayer d'acquérir ce flow-là. On est loin de ça, en tout cas moi, c'est sûr et certain. Je pense que le flow, si vous voulez voir en quoi ça consiste, vous pouvez aller voir Ido Portal ou des gars comme ça. Il y en a plein, mais ça vous donne une piste de réflexion ou simplement les gens qui font de la capoeira, un peu comme Loïc Martin a parlé. C'est un peu, voilà, ça c'est vraiment le flow. C'est vraiment utiliser son corps et bouger dans l'espace sans avoir, comme tu l'as dit, ces amnésies sensorimotrices qui font en sorte que je demande de bouger ton épaule d'une telle façon, de bouger ton torse ou de bouger ton dos, tu n'y arrives pas parce que c'est figé. Tu as toujours travaillé de manière figée, mais tu ne t'en rends pas vraiment compte au final. Et moi, j'ai été voir Emma. Simplement, j'ai été voir Emma. J'ai été toqué à sa porte, je me rappelle, j'ai été faire 2 cours, je referai encore, mais juste pour le moment, voilà, je suis un peu occupé. Mais j'ai été faire des cours avec elle. Et je me suis dit, bordel, je ne sais pas bouger en fait. Je pensais que ça allait quand même un peu, mais je suis figé, tu vois. Et réapprendre à bouger avec elle, réapprendre à me donner, on va dire, l'opportunité de le faire, de me dire à mon cerveau, en fait, tu sais faire ça, tu sais bouger comme ça. Et comme tu l'as dit, Benja, qu'est-ce que ça fait? Ça libère les tensions, ça libère les mal de dos, ça libère les tensions des épaules, ça libère ton esprit, tu te sens mieux. Tu te sens, en fait, dès que tu as fait une séance de mouvement, on verra un peu en quoi ça consiste, de toute façon, avec Emma, vous verrez dans les liens. Dès que vous faites une séance de mouvement, vous sortez de là, mais avec de l'énergie. Mais l'énergie qu'on a, elle est énorme. Parce que tous tes sens ont été mis en éveil. Tous tes sens ont été mis en éveil. Et quand tous tes sens sont mis en éveil, ton corps, après, la réaction qu'il a, c'est magnifique. C'est génial. Il te le rend. Tu vois, tu es libéré, tu as plein d'énergie. Et je trouve que c'est ça qui est important. C'est redonnez-vous la capacité de bouger. Comment, logiquement, vous êtes fait pour bouger au final. Vous êtes fait pour bouger comme ça. Allez vers le naturel. Reprenez contact avec vous-même, avec votre environnement, avec qui vous êtes vraiment au final. C'est un peu le message que j'aimerais bien passer parce que c'est ça, c'est vraiment ça. C'est reprendre le contrôle de son corps. C'est puissant en fait. C'est très puissant, oui. Ouais. Et là, on voit, pour revenir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport aux membres, nous, on observe des changements.
Ah oui. Il y a quelques années maintenant, dans ce qui s'autorise à faire, et c'est beau à voir vraiment, justement. Et j'avoue que parfois, j'ouvre les yeux quand je dis qu'il faut les fermer, et je les regarde. Mais c'est vraiment beau à voir, de voir qu'ils s'autorisent à l'explorer, et qu'on voit qu'ils en retirent un bien-être incroyable. Donc, c'est génial. Et ils partent avec le sourire et un bien-être, ça se lit sur leur visage. Ça, c'est pas Jean-Paul, mal. mon mari, me dit à chaque fois qu'est-ce que tu leur as fait. Ils ont l'air complètement shootés quand ils sortent. Ouais, ils sont bien. Shooter au bonheur, c'est tout. Au bonheur. Ouais. Mais c'est bien parce qu'au niveau même aller au niveau posturologie, enfin, nous on le voit avec des gens qui viennent au CrossFit. Voilà, moi je viens plus de ça. Et on a des gens qui arrivent, tu sais, vraiment avec les épaules, oui, bonjour, qui regardent le sol, etc. Et puis, tu sais, après quelques mois, hop, épaules vers l'arrière, posture, du coup, je pense qu'on peut parler de ça à ce moment-là, qui change complètement, et une confiance en eux et un bien-être complètement différent. Et je pense que là où c'est vraiment fort, ce que tu es en train de nous dire, ce que tu es en train de nous expliquer dans ta méthodologie, c'est que toi, c'est pas un, comment dire, c'est pas un effet, tu sais, collatéral, c'est pas un avantage collatéral, c'est ce vers quoi tu tends dès le début. Oui. Et ça, je pense que voilà, je pense que ça, c'est vraiment top. Et comme Tim Anderson le dit, je suis tout à fait d'accord avec lui, le OS, il dit si on change les gens, comment ils sentent, on change le monde. Donc ça va jusque-là. C'est Mais tellement, mais tellement. mais oui, parce qu'il y a les personnes en tant qu'individus, mais il y a une autre place partout, enfin, parmi toute espèce vivante sur cette planète, et puis comment on peut vivre avec son environnement. Et si on se reconnecte à soi, à son essence humaine, et j'aime bien parler d'animal humain parce on est trop civilisé aussi parfois à certains égards, mais quand on se reconnecte vraiment à notre essence humaine profonde, eh ben, ça peut changer la vision des choses sur beaucoup d'autres domaines, donc même enfin, tout, quoi, comment consommer, faire ses Ouais, courses, comment vivre sa vie, enfin tout. Donc, ouais. ouais, complètement. Parce que la société, on parle d'animal, voilà. Ben, en fait, c'est une cage, mais psychologique. Il y a plein de gens qui ne s'autorisent pas à ressentir et à être comme ils sont. Et j'en connais un paquet encore une fois, qui ne s'autorisent pas ça. Et du coup, ça crée aussi ben, voilà, de la somatisation, un manque de confiance en soi, etc. Parce que par rapport au cadre qu'on t'a donné de par la société, donc cette cage psychologique, tu t'autorises pas en fait. Tu Ouais. t'autorises pas et reconnecter avec soi-même, c'est s'autoriser avant toute chose, déjà à s'écouter, mais ensuite d'être ce qu'on est. Même si Ouais. ben, ça te fait faire des mouvements bizarres devant 10 personnes avec une musique en fond. Assumer. Assumer complètement, complètement. Ouais. C'est clairement ça. Tout à Voilà, ici, de toute façon, on l'a dit clairement, on fait la présentation générale de la personne. Évidemment, Emma, comme d'autres, ont plein de choses à dire, plein de choses. Et alors, on pourra évidemment, au fur et à mesure du temps, de refaire des podcasts avec ces intervenants. Et c'est sûr et certain qu'on en fera parce qu'il y a tellement de choses à dire que voilà, ici, on fait une présentation générale de la personne. Aujourd'hui, c'est Emma, en l'occurrence. C'est très bien sur ces belles paroles. Voilà, je voulais avoir une petite question un peu plus au niveau perso. Ça veut dire ici, la question c'est quelles sont tes 3 plus grandes influences et pourquoi? C'est tout domaine confondu. Hein, ça peut être voilà, culture pop dans ton domaine, dans la famille, ce que tu veux. Je dirais d'un point de vue assez vaste que ma première influence, c'est comment j'ai grandi, voir comment je suis née peut-être jusque-là, vu que maintenant je sais que ça a une importance d'aller rechercher jusque-là. Donc, enfin, oui, si je parle de la naissance, c'était une naissance déjà le boyer, donc pour l'époque c'était respectueux, lumière tamisée, etc. J'ai grimpé pour aller chercher le sein, enfin, comme ça devrait se faire, donc enfin, ramper plutôt. Donc déjà ça. Et puis ensuite, j'ai toujours vécu à la campagne, entourée d'animaux, potager, enfin donc quand même un certain désir d'autarcie, pas complète évidemment, mais donc cette base-là donc de connexion justement à la nature et au vivant, on va dire. C'est sur cette base-là, après, donc, que j'ai entamé donc, les études de kiné, qui sont des études scientifiques. Donc, la deuxième, c'est le monde scientifique, quand même, de la science pure et dure, avec des analyses d'études. Donc, c'est un monde qui m'intéresse aussi. C'est un monde qui m'intéresse, mais qui est un peu froid, parce que quand on va à des congrès, qu'on rencontre des scientifiques avec des belles présentations PowerPoint, passionnés par leur petit sujet, assez restreint. C'est intéressant, certes, mais il faut élargir la vision.
Et donc, la troisième influence, bah, justement, c'est la culture du mouvement, où là, dans d'autres formations, d'autres rencontres, j'ai pu rencontrer des personnes qui vivaient le mouvement dans leur tripes, vraiment, qui le ressentaient sans toujours avoir l'assise scientifique derrière, mais qui avaient compris et ressenti pas mal de choses de manière très instinctive. Donc voilà, ces trois choses-là qui font un peu où j'en suis là maintenant et ce que je suis, donc principalement. Okay. Alors, une autre question ici. Quel a été ton game changer? C'est la décision, l'action qui t'a fait passer à un palier supérieur, qui a fait en sorte que les choses ont changé dans ta vie? Ça, j'ai toujours envie d'en savoir plus. C'est toujours l'impression que je peux en savoir plus et que j'en sais pas assez. Ça, je pense qu'on est pas mal touché par ce syndrome dans les gens que vous interrogez. Ouais. Et vous aussi, évidemment. Donc, et c'est un peu, je vois aussi comme un puzzle à compléter. Donc, on parle d'un sujet, je vais voir et j'ai envie d'en savoir plus. Et d'abord, je lis, je regarde et je me dis, oh, il faut faire l'information, il faut que je rencontre cette personne. Donc, vraiment une attirance. Puis, j'ai fait une pause aussi au niveau des formations avec les enfants parce que je ne m'autorisais quand même pas à partir avec des enfants en bas âge. Donc, il y a eu une pause. Maintenant, je m'en donne à cœur joie. Donc, je suis quand même là, mais je m'autorise plus des voyages, etc. Donc, c'est l'envie de rencontrer des gens et le fait de m'autoriser simplement. Je pense qu'à un moment, oui, je n'osais pas partir. Maintenant, quand je vois ce que ça m'amène, d'aller chaque fois plus loin et de compléter ce fameux puzzle, ça devient chouette. Mais il y a un moment, je pense que ça a été abordé aussi, quand on fait beaucoup de formations, on ne creuse peut-être pas assez. Je pense que c'est avec Sébastien qu'on fait beaucoup, ouais, tout à fait. qu'on n'explore pas, qu'on n'exploite pas. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer aussi ma propre formation, pas par prétention, mais c'est plus pour moi me donner l'opportunité de rassembler tout ça et d'en faire quelque chose. Pour vraiment creuser ces différents aspects, ce que j'ai appris, de voir les liens que je peux faire. Et c'est une super bonne opportunité pour moi d'avoir l'occasion de faire ça. Et c'est ça qui m'amène à vraiment tirer profit de toutes les formations que j'ai faites, c'est de pouvoir les rassembler et d'en faire quelque chose. Et Dieu sait combien tu en as fait de formation. C'est chouette. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de savoir. En fait, il faut savoir que voilà, Emma a beaucoup de savoir et comme elle le dit, aussi humblement soit-il, qu'elle rassemble tout ça, elle vous donne l'opportunité d'avoir toutes ces connaissances dans une formation. Et alors, le nom de la formation, comment ça s'appelle? Reset and Flow, si je te le dis en français, en franglais. Je te laisse le dire en anglais. Reset and Flow. C'est cool. Voilà. Alors, ici, ouais, question. Alors, si tu devais donner un conseil à ton toi d'avant, d'il y a, allez, on va dire 15, 20, ouais, 15, 20, 30 ans 15, 20, 30 ans, c'est beaucoup. Attends, il a 5 ou 30 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Pas d'avant, au final. On va pas se faire chier. Quand j'avais 8 ans, J'avais 2 ans. Tu me donner un coup de vieux, là, il y a 30 ans. J'avais 8 ans, moins de BN, c'était pas mal. Je me suis tapé aux arbres, c'était très bien. Tu vois ce que je veux dire? Tiens, je te retiens. Bon, alors il y a 20 ans, j'étais où? Il y a 20 ans, j'étais en première année kiné. Ouf. Il y a 20 ans, je me serais dit, wow, tu es sur un bon cheval, il va être chouette. Bah, non, ça c'est une prévision, un conseil. Et confiance en l'avenir, on va dire. Moins de stress, plus de confiance. Plus de confiance en toi, plus de... Ouais, ok, cool. En l'avenir, en toi, en tout, quoi, aux opportunités qui vont se créer seules et qui vont t'apporter beaucoup de choses. Ouais. C'est ça, cool. Alors, comment pouvons-nous te suivre? Donc, j'ai une page Facebook, enfin, j'ai une page perso-pro, on va dire, c'est Emma Gomez Synergie, puis une page vraiment pro
Là, je crois que j'ai mis mon prénom entier, c'est Emmanuel Gomez. Vous la mettrez. Ouais. On mettra les liens dans la description de toute façon, donc aucun souci. Il y a le blog, mais je transfère les articles du blog. Ça fait un moment que j'ai pu écrire, mais sur ces pages-là. Là, c'est emmagomez.be et il y a une page Instagram Emma Synergie, je pense, tout court. Mais vous les mettrez dans la description. On la mettra dans la description. Ok, nickel. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire, Emma? Une question qu'on ne t'a pas posée que tu aimerais bien répondre? En fait, tu l'as posé. Je voulais dire ce que tu l'as demandé, je ne sais plus comment tu l'as formulé, mais par rapport au mouvement, etc., ce que ça pouvait amener. C'est une question que les membres ne nous posent pas. Ils nous font confiance ou je ne sais pas, ou peut-être qu'ils ne savent pas que ça peut aller jusque-là, mais parfois j'aimerais bien qu'on me le demande à quoi ça sert de développer son potentiel de mouvement. Tu me l'as posé, mais il faudrait que les membres nous le demandent un peu. Vous avez entendu les membres? Dès que vous verrez Emmanuel à la reprise, tout le monde, allez lui demander. Emma, à quoi ça sert le mouvement? Voilà, c'est lui la question. Allez-y. Bon, déjà, elle nous a quand même donné une piste de réflexion ici sur la vidéo, je pense. C'est ça qui est pas mal. Ouais. C'est cool. Eh ben, super. En tout cas, merci beaucoup, Emma, pour cet échange. Merci à très bientôt, en tout cas. Et comme je vous l'ai dit, on se reverra de toute façon, il n'y a pas de souci. Allez, salut les gars, à la prochaine. Bientôt. À bientôt. À bientôt.